excellente et très complète présentation. Nous passons à la dernière présentation faite par Marc Sapoval de Paris, qui est un radiologue et qui se demande ce qu'il peut faire pour l'urologue en interventionnel. Oui. Alors, Marc, oui, je sais pas où il est, Marc, oui. Bonjour Marc. Donc Marc Sapoval est chef de service de radiologie interventionnelle. Alors Marc, on a fait notre internat ensemble. On a beaucoup travaillé à l'Institut national de la recherche agronomique, moi pour faire des pontages, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et lui pour faire des embolisations. Donc on utilisait un peu les mêmes animaux. Et donc voilà, Marc, écoute, tu as la parole pour dire ce que tu peux faire pour les urologues. Merci. Activez votre micro, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, c'est fait. Et votre caméra. C'est fait aussi en principe. Est-ce que vous voyez? On a tes diapos, mais on ne t'a pas à l'écran. Ah, alors attendez. Voilà, c'est bon. Ok. Donc, à la question que vous m'avez posée, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ben, la liste est très longue. Comme je l'ai mis dans ma communication écrite. Donc je vais aujourd'hui vous faire on va dire que ce sera plus un survol que de la science. Bon, à certains endroits, il y aura des résultats avec des publications, bien sûr, parce que tout ça est évalué autant que possible. Mais c'est important pour vous, je pense, de savoir un petit peu dans quel domaine est-ce qu'on peut travailler ensemble, et ils sont nombreux. Comme je l'ai mis dans cette première diapositive, donc il y a des situations qu'on va dire où on va s'intéresser à une pathologie plutôt vasculaire et des situations dans lesquelles on va s'intéresser à une pathologie plutôt non vasculaire. Donc la pathologie vasculaire, on peut intervenir au niveau du rein, des veines génitales, de la circulation pénienne, de la prostate, de la vessie, du rein transplanté. Et puis dans les situations non vasculaires, c'est les ablations tumorales et puis les drainages urinaire. Donc, nous, on travaille, comme vous savez, par différentes voies d'accès, endovasculaires, donc les artères, où on peut dilater les artères et les veines, et puis on peut faire des embolisations à travers les artères, on peut aussi faire des embolisations par la voie veineuse, et puis on a également la voie percutanée pour faire des ablations tumorales, et aussi percutanée jusqu'à dans les cavités rénales pour faire ce que vous appelez de l'endourologie, où on va donc mettre en place des drainages de type néphrostomie ou des poses de sonde JJ quand éventuellement vous n'arrivez pas à le faire par les voies naturelles par en bas. Alors, un premier chapitre qui est, je pense, important parce qu'il n'est pas forcément très très connu de tout le monde, c'est le problème des priapismes traumatiques, donc accident classique du vélo, du choc au niveau périnéal, qui entraîne un priapisme à haut débit, douloureux, qui doit en urgence, comme vous le savez, être drainé pour éviter les fibroses, et ensuite en semi-urgence, éventuellement traité par embolisation. Alors qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce que ça se présente? Eh bien, on a ici, est-ce que vous voyez ma flèche? Ok, donc on a ici une artériographie hypersélective, une artère honteuse interne, avec ici une fistule vers la base du corps caverneux, fistule à haut débit, on voit ici un côté, on voit ici l'autre, ici, et le traumatisme a mis en contact direct l'artère avec le corps caverneux, et donc ça entraîne une érection qui ne cède pas, avec les définitions que vous connaissez. Et donc, nous, ce qu'on peut faire avec nos cathéters, eh bien, c'est descendre dans cette fistule, en général, ponction fémorale, ça c'est sous anesthésie locale, c'est pas douloureux, c'est relativement rapide à faire. Et on va déposer ici un matériel qui va fermer l'artère. Alors, on a deux types de matériel qu'on va mettre. On va mettre soit une espèce de gélatine, soit des petits coils, des petits ressorts en métal. Donc la gélatine, ça se présente comme ça. C'est un matériel qui est résorbable, qu'on va préparer, qu'on va mélanger avec du produit de contraste dans notre seringue et qu'on va injecter sélectivement. Et en alternative, on a la possibilité d'utiliser également des coils. Donc la prise en charge par embolisation, elle est tout à fait codifiée, même si c'est pas quelque chose de très fréquent. Elle est acceptée par les recommandations de la Société européenne d'urologie, qui dit que l'embolisation utilisant des agents temporaires ou permanents est une moyen thérapeutique suggérée avec un taux de succès important.
il peut y avoir des récurrences, il peut y avoir des dysfonctions érectiles après, mais c'est pas très fréquent. Et donc, en gros, la ligature chirurgicale, c'est plutôt quand il y a un échec de cette approche endo-artérielle. Ça, c'était le premier point que je voulais partager avec vous. Je voudrais aussi maintenant parler des anévrismes de l'artère rénale, qui sont des choses, comme vous le savez, qu'on découvre de temps en temps et de plus en plus souvent, parce que tous les patients ont maintenant un scanner à un moment donné de leur histoire clinique pour des douleurs abdominales ou toute autre raison. Les anévrismes isolés de l'artère rénale, c'est parmi les anévrismes viscéraux les plus fréquents. Les plus fréquents, c'est les anévrismes de l'artère splénique. Et ensuite, c'est l'anévrisme de l'artère rénale. Donc les anévrismes de l'artère rénale, en général, ils sont spontanés. Et ils sont reconnus comme une indication thérapeutique s'ils font plus de 2 cm, sur des données qui ne sont pas absolument de niveau 1, mais en gros c'est ce qu'on admet dans la littérature. À partir de 2 cm, on va proposer un traitement, et le traitement, ça peut être une chirurgie ex situ du rein, donc une autotransplantation, ou une embolisation en fonction de l'anatomie et du contexte. Alors ce qu'on va faire techniquement, c'est qu'on va exclure l'anévrisme de différentes façons. On peut mettre des ressorts métalliques dans le sac anévrismal, protégé éventuellement par un stent. On peut mettre un stent couvert devant l'anévrisme qui va maintenir l'artère porteuse perméable et exclure l'anévrisme, en sachant que cette circonstance anatomique, elle n'est pas très fréquente parce que souvent ces anévrismes sont à la bifurcation et sont compliqués à traiter par voie endovasculaire, mais on le fait quand même. Et juste, je partage avec vous un exemple qui était un cas relativement simple anatomiquement. Donc, vous voyez le rein ici, vous voyez l'anévrisme qu'on voit très clairement. Là, on est en cathétérisme sélectif avec une petite sonde dans l'artère du rein gauche. Et on voit l'anévrisme ici et l'artère porteuse avec une discongruence de calibre. Vous voyez ici en amont, elle fait 5 mm. En aval, elle fait 8 mm. Donc, on était embêté pour mettre ce qu'on appelle un stent grave, c'est-à-dire un stent couvert qui est cylindrique. Donc, on a fait une technique combinée où on a mis un stent en protection ici, avec en parallèle un microcathéter dans l'anévrisme. On largue dans l'anévrisme des coils. Le stent est ici destiné à faire une cage qui protège le collet de l'anévrisme. C'est des techniques dérivées de la neuroradiologie interventionnelle. Et puis on va combler par un agent liquide qui va boucher le sac anévrismal. Donc c'est un exemple technique. Chaque malade est un cas particulier. Les séries sont pas très nombreuses parce que ce sont des cas qui sont pas très fréquents. Les gens qui ont des grosses séries sont des gens qui s'attaquent à des anévrismes de petite taille, ce que nous on ne fait pas, on se limite à 20 mm. La seule cas où on va faire des anévrismes plus petits, c'est quand il y a une évolutivité anévrismale importante ou quand il y a une femme jeune avec un désir de grossesse, parce qu'on sait que ces ruptures anévrismales père-partum ou père-grossesse sont très graves et difficiles à gérer, comme on peut imaginer. Voilà le résultat de ce malade-là, vous voyez, néphrogramme maintenu, anévrisme exclu, donc le contrat est rempli. Après, il n'y a plus qu'une simple surveillance par un scanner de temps en temps. Autre indication, et ça on travaille pas mal avec l'équipe de Paul là-dessus, avec les gens qui font de la transplantation. Donc on est souvent sollicité pour des problèmes de reins transplantés, on verra différents chapitres. Ici, c'est la problématique du rein polykystique, qui sont donc des masses énormes, comme vous savez, qui rendent la transplantation très difficile puisque ça vient barrer l'espace de la fosse iliaque. Vous voyez ici dans cet exemple-là, sur une reconstruction quasiment de profil, on voit que ça descend beaucoup plus bas que l'aile iliaque et que donc le chirurgien ne va jamais pouvoir implanter un rein à cet endroit-là. Donc quelle est la possibilité pour le chirurgien qui va faire la transplantation? Eh bien, c'est soit de faire une néphrectomie dans un premier temps, puis la transplantation dans un deuxième temps, éventuellement dans le même temps opératoire. C'est assez périlleux, parce que comme vous savez, il va falloir aller contrôler le pédicule, et contrôler le pédicule avec une masse dans le pelvis et dans l'abdomen de 2 litres, ça va être assez compliqué. Donc nous, ce qu'on peut faire, on fait ça régulièrement, c'est pas très fréquent, mais on est régulièrement sollicité pour ça. On va aller emboliser le rein. En gros, on va tuer complètement le parenchyme rénal, on va le détruire avec de l'alcool pur. Donc c'est douloureux, ça se fait sous anesthésie générale, et ça va nécroser le parenchyme. Alors je vous rassure tout de suite, ça ne fait pas d'abcès, enfin ça peut se compliquer d'un abcès, mais c'est très rare. Ça va entraîner une réduction progressive du volume du rein pour finalement libérer
la fosse iliaque, en général la droite, mais on peut faire ça aussi à gauche, on peut faire ça de façon bilatérale, ce qui nous arrive de temps en temps, et libérer la fosse iliaque et vous permettre d'agir après. Vous voyez ici, donc sur les coupes du bas, vous avez le scanner avant et le scanner après. Vous voyez que le rein est complètement ratatiné. Ici, ça vous laisse plein de place pour faire la transplantation. Et en haut, vous avez le geste opératoire d'embolisation. Donc ici, on a un cathéter sélectif de l'artère rénale droite. Vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de néphrogramme. Le rein est très pauvre, évidemment. On va aller le tuer complètement avec de l'alcool et on finit avec un petit système d'occlusion, un plug ou un coil, de façon à éviter la revascularisation. Donc ça a été développé pas par nous, on n'est pas des pionniers là-dedans, nous on a fait ça, on va dire, après les autres. Donc il n'y a pas des grandes séries de littérature, mais quand même donc un papier intéressant dans Radiology en 2015, où on avait un bon résultat. Bon, ça ce sont des exemples tirés de ce travail-là. Et puis, plus près de nous, l'équipe de Bordeaux, qui, avec les radiologues interventionnels et les urologues font ça de façon réglée depuis longtemps et nous on s'est un petit peu calé sur le protocole. Vous voyez, donc là il y a 82 patients consécutifs qui ont été faits en une ou plusieurs séances. Et vous voyez la réduction du volume tumoral, du volume du rein, de 2 litres à 1,5 litre et progressivement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ça fonctionne, que ça met du temps, il faut être patient, ça met au moins 3 mois. Donc les patients, souvent ils sont en attente de transplantation, ils ne sont pas sur liste avant que le rein n'ait suffisamment diminué. Donc évidemment, plus vite ça se produit, mieux c'est pour le patient. Mais en général, il faut être relativement patient et ça se fait au bout de 3 à 4 mois en général. Donc, concernant la transplantation elle-même, rénale elle-même, eh bien, on peut faire de l'angioplastie des sténoses artérielles du greffon. On peut faire des désobstructions des occlusions veineuses. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien connu et qui est quand même assez efficace. L'infarctus veineux à la phase post-opératoire aiguë liée à une plicature ou une torsion de la veine du greffon, c'est quelque chose qui arrive. Et on peut vous aider là-dessus. Je vous montrerai un exemple et également les emboliations des hémorragies post-biopsie. Alors, une hémorragie post-biopsie, vous voyez là, on a un rein transplanté récemment, il a été biopsié, il y a une fissure artério-veineuse ici sur une artère distale, on va aller avec un microcathétérisme hypersélectif, déposer un matériel d'embolisation et fermer ce faux anévrisme, souvent accompagné d'une fissure artério-veineuse. Voilà, ici, on a perdu pratiquement pas de néphrogramme parce qu'on est vraiment au contact de l'anomalie et on a fermé le faux anévrisme et la fistule. Un cas de sténose veineuse, donc vous voyez ici, on est sur un rein transplanté en fosse iliaque droite. Vous avez un temps veineux de retour veineux, donc on a fait une artériographie, et ça c'est le retour veineux. Et qu'est-ce qu'on voit ici? La veine, elle est totalement sténosée, donc le rein, il est gros, il est édémacié, il est en insuffisance rénale aiguë. On va aller relativement simplement stenter cette veine avec un gros stent. Et ici, vous voyez le avant et le après chez ce patient, donc par voie veineuse, bien sûr, donc on va ponctionner la veine fémorale, on va rentrer dans l'anastomose que le chirurgien a fait et on va stenter la veine pour lever la sténose. Et chez ce patient, on a un contrôle 2 ans après où le greffon était sauvé, vous voyez le rein au stent artériel et le retour veineux avec le stent qui est parfaitement perméable. Voilà ici d'autres images sur le même cas, avec un bon résultat. Donc ça, c'est pas des choses très fréquentes, mais encore une fois, c'est des choses qui sont intéressantes à connaître. Ensuite, au niveau du parenchyme rénal, eh bien, les angiomyolipomes, c'est quelque chose aussi pour lesquels on est relativement souvent sollicité, soit dans le cadre de pathologies de type Van Recklinghausen, soit dans des cas sporadiques. Nous, on retient les indications dans la littérature à partir de 4 cm, ou quand il y a des symptômes, donc les symptômes, comme vous savez, ça peut être des ruptures, des douleurs rétropéritonéales brutales, voire des chocs hémorragiques, et aussi quand morphologiquement, il y a des micro-anévrismes ou des anévrismes à l'intérieur de l'angiomyolipome, c'est aussi une indication pour y aller. Donc, voilà un petit exemple. Alors, pour des raisons probablement de génération de ces tumeurs-là, il y a souvent un pédicule unique qui va directement à la masse tumorale. Donc ici, on a le rein droit, on a l'angiomyolipome, vous voyez, il est mixte graisseux, artériel, artério-veineux, avec des vaisseaux anormaux. C'est relativement simple d'aller dans l'artère, d'aller injecter
un matériel d'embolisation type microparticules et de suivre la réduction tumorale après, qui se fait aussi progressivement. Voilà, ici, 45 avant, 30 mm à 3 mois. Donc en général, ça ne disparaît pas, mais ça devient inerte et ça ne saignera plus puisque c'est totalement embolisé. Alors, donc, les indications de l'embolisation d'hémostase, plus ou moins en urgence, il y a beaucoup de situations. On en a vu quelques-unes, on va les compléter par, au niveau du rein propre ou transplanter les saignements post-biopsie. Donc ça arrive, hein, c'est pas très fréquent, mais ça arrive, rein propre à transplanter, on l'a déjà vu. Les hémorragies post-néphrectomie partielle, alors ça c'est quelque chose d'assez important, qu'on voit relativement souvent, surtout nous à Pompidou, parce qu'il y a une grosse activité avec Arnaud Méjean de néphrectomie partielle, et donc on voit de temps en temps des patients qui viennent en urgence pour des saignements. Le contrôle artériel quand on fait des néphrectomies partielles, il est relativement compliqué chirurgicalement, surtout quand on le fait en célio, et donc des fois il y a des faux anévrismes qui se forment et qui vont se rompre dans un deuxième temps. Et en général, ça se rompt plus ou moins à J8, J10. Donc c'est souvent le patient qui sort, tout va bien, et il revient le lendemain avec une hémorragie. Au niveau de la prostate, les hémorragies des cancers, les hémorragies des hyperplasies, des adénomes, les hémorragies post-chirurgicales, donc j'ai mis RTUP, mais toute chirurgie endo-prostatique peut donner des saignements. Les fistules artério-urétérales post-radiques, c'est pas très fréquent, mais on en voit, je vais vous montrer un exemple. Les hématuries dans les tumeurs vésicales ou dans les cystites post-radiques, on rend souvent service, hein, c'est du palliatif bien sûr, mais c'est assez utile parce que c'est pas très marrant d'avoir des hémorragies récidivantes avec des contextes d'oncologie avancés et des patients qui doivent avoir des sondes urinaires avec des rinçages, etc. C'est assez compliqué. Alors, fistule artério-urinaire, donc urétéro-iliaque, au croisement de l'urtère, qui en général se fait au niveau de la bifurcation iliaque, hein, ou plus ou moins la terminaison iliaque primitive, partie initiale iliaque externe ou de l'iliaque interne. Vous avez ici un faux anévrisme avec une communication directe entre l'artère et l'urtère, et donc des hématuries massives graves, hein, qui peuvent tuer le malade. Pour nous, c'est relativement simple. On va mettre ici un stent couvert qui va faire comme un endopontage dans l'artère entre l'iliaque primitive et l'iliaque interne, avec ici une occlusion et une fermeture de la fistule. Post-néphrectomie partielle, on en a parlé, je vais passer rapidement. Ensuite, je vous avais prévenu que ce serait un petit peu un pot pourri de différentes choses, parce qu'il y a tellement de chapitres qu'on ne peut pas tout discuter. Les varicocèles, bon, ça c'est vraiment, je pense, un domaine très intéressant de collaboration. Donc, qui sont des indications, les indications vous les connaissez, l'anatomie, etc., tout ça vous connaissez, je vais juste vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait nous techniquement. Donc les avantages de l'ambulation par rapport à la chirurgie, on s'en doute, hein, c'est que pour nous ça se fait en ambulatoire, j'en ai fait un avant de vous rejoindre aujourd'hui, hein, le patient il vient, on l'embolie, ça dure une demi-heure, et au bout d'une heure il est reparti, donc il s'arrête de travailler une journée, le lendemain il est au travail, c'est non douloureux et extrêmement efficace. Évidemment, rien ne marche à 100%, mais ça marche très bien. Les indications, on voit beaucoup de patients pour des infertilités, hein, qui viennent de correspondants spécifiques. Des patients qui ont des douleurs, obtenir le résultat suivant, le varicocèle ne va pas forcément diminuer au niveau des dilatations veineuses, mais par contre le reflux va s'arrêter. Pour ça, on utilise différents matériels. On utilise le plus souvent un sclérosant qu'on va mixer et qu'on va injecter dans la veine, sans mettre d'autres corps étrangers. Et voilà ici le avant et le après. On ferme la communication, on ferme le reflux, et ça permet de guérir le patient en descendant injecter notre élément distal assez bas au niveau du reflux veineux. Alors un sujet important évidemment qui intéresse beaucoup les urologues et les radiologues interventionnels aujourd'hui, c'est un sujet collaboratif avec l'équipe chez nous et avec Paul qui nous envoie aussi des patients de façon régulière. Donc c'est un vaste sujet, j'ai une demi-douzaine de diapos là-dessus, sur les évidences et sur la technique, donc je vais vous rappeler un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que l'embolisation dans les HBP, dans les adénomes? C'est des injections hypersélectives
dans les artères prostatiques. Donc, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que l'injection, elle est très, très, très ciblée. C'est-à-dire qu'on va vraiment, l'artère prostatique est petite, qui fait 1 mm, et on ne va emboliser que l'artère prostatique. Et on va injecter donc des billes calibrées qui vont fermer l'artère et qui vont entraîner une ischémie de la prostate, de la zone principalement transitionnelle, du lobe médian à un moindre degré de la zone périphérique, et donc entraîner une réduction de la taille de la prostate et un assouplissement de la prostate, une réouverture des voies urinaires et une amélioration des conditions de vie urinaire. Bon, bien entendu, ça ne s'adresse pas à une grosse prostate, ça s'adresse à un patient qui a un symptôme obstructif ou irritatif en rapport avec un adénome. Donc voilà un exemple ici d'une artérographie hypersélective de la prostate gauche. On a une sonde urinaire issue, maintenant on ne met plus de sonde urinaire, mais ça c'est un dossier ancien. Bon, ça, c'est l'hémiprostate gauche avec l'artère prostatique. Vous voyez que c'est une zone qui est modérément hypervasculaire. On va injecter des billes et on va fermer les artères. Donc, on a une installation d'imagerie sophistiquée. Comme vous allez voir, ici, je ne sais pas si la vidéo passe. Dites-moi si ça ne passe pas. Ouais, voilà. Donc, c'est bien. Vous voyez qu'on a une imagerie 3D qui nous permet, ici, on a fait un mapping en orange de l'artère prostatique droite. En utilisant des techniques qu'on appelle le cone beam CT, c'est-à-dire de scanner à l'intérieur de la salle d'angiographie. Ça nous permet de nous guider, excusez-moi, au mieux pour effectuer ça en toute sécurité. Une fois qu'on est à l'artère, on fait un scanner péropératoire qui permet de vérifier que là, on est dans le lobe gauche de la prostate et qu'on n'a pas d'embolisation non cible, c'est-à-dire de billes qui vont aller dans une autre artère. Ça peut arriver, c'est arrivé. Il y a des complications qui sont décrites, elles sont très rares, mais il faut les connaître et elles sont expliquées aux patients. On pourra y revenir si vous voulez. Donc ce sont des décisions multidisciplinaires chez des patients qui ont des symptômes obstructifs du bas appareil. Alors, quels sont les résultats aujourd'hui? Alors, on avait fait un travail collaboratif avec un certain nombre d'urologues que vous connaissez. Il y a quelque temps déjà, on avait fait une méta-analyse des données qui avaient été présentées. Et puis depuis, bien sûr, on a progressé. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Je ne vais pas vous faire l'extension des résultats dans toute la littérature, mais quelques résultats significatifs. Donc ça, c'est une étude randomisée qui a tiré au sort chirurgie classique, TURP, donc RTUP, contre embolisation, et qui regarde l'IPSS au cours du temps. Donc la chirurgie fait mieux au départ et après ça se rattrape. Donc dans cette étude-là, on montre qu'à 6 mois, le résultat de la chirurgie et le résultat de l'embolisation sont équivalents. Sur la qualité de vie, c'est pareil. Donc ça, c'est une étude déjà ancienne. Autre étude très importante qui est sortie récemment, qui est une étude contre Cham. Donc l'équipe portugaise qui est leader là-dedans, l'équipe de Pisco, qui malheureusement est décédée l'année dernière, a fait une étude contre Cham. Et ça, c'est juste une plaque résumée où on voit l'IPSS, alors c'est un peu flou, vous ne voyez peut-être pas très très bien, mais on voit l'IPSS dans le groupe Cham et dans le groupe embolisation. Donc ça, c'est la décrue de l'IPSS jusqu'à 6 mois. Donc quand on embolise, eh ben, on est efficace, on réduit l'IPSS. Quand on fait un Cham, on est un petit peu efficace à cause de l'effet placebo, mais beaucoup moins, de façon significative. Et quand on fait un crossover, c'est-à-dire qu'on embolise les patients du groupe Cham, on retrouve la courbe des patients embolisés. Donc ça, c'est une étude qui est un peu pivot, parce qu'elle montre que, parce qu'on nous a dit au début, oui, c'est un effet placebo, etc. Non, c'est pas un effet placebo, c'est un effet réel de l'embolisation. Nous, on s'est intéressé, alors on a fait pas mal d'études spécifiques dans le service, mais je ne vais pas toutes vous les montrer. Il y en a une qui me paraît intéressante, parce qu'on nous pose souvent la question, c'est est-ce que vous êtes efficace sur les symptômes obstructifs et sur les symptômes irritatifs? Donc on a regardé ça spécifiquement, et on a pris l'IPSS, on a regardé, stratifié les questions qui sont liées au storage et les questions qui sont liées à la vidange. Donc vous savez qu'il y en a 3 et 4 de chaque côté, et on a regardé l'évolution spécifique numérique de ces scores-là, et on a montré qu'on fait baisser les 2 composantes du score, comme un petit peu la chirurgie ou les traitements médicaux qui font aussi baisser les 2 composantes du score. Ça, c'est une autre façon de voir les choses du même travail. Donc,
en conclusion, j'imagine que vous aurez un certain nombre de questions. Donc, je pense que nous sommes un partenaire. Vous ne me voyez plus là? Non. Ah, ok, d'accord. Donc, j'ai redémarré. Ok. Donc, je pense qu'on est un partenaire très utile, voire incontournable pour vous dans beaucoup de pathologies. Et d'ailleurs, malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup d'urologues qui travaillent sans radiologue interventionnel à côté pour des raisons simplement de maillage du territoire, parce que les radiologues interventionnels, pour l'instant, il n'y en a pas assez, il y en a de plus en plus parce qu'on a un cursus spécifique maintenant avec une phase radiologie interventionnelle avancée, donc on va avoir des radiologues interventionnels qui vont arriver sur le marché. Mais malheureusement, il y a pas mal d'urologues qui n'ont pas de contact avec un urologue interventionnel, avec un radiologue interventionnel, et je pense que c'est dommage et qu'il faudrait travailler en réseau, parce que vous avez vu un petit peu tous les points sur lesquels on peut vous aider en urgence ou en dehors de l'urgence. Nous, on voit les patients en consultation, tout comme vous, tout comme un chirurgien. On va expliquer aux patients le rapport bénéfice-risque, comment ça va se passer, etc. Et c'est important parce que ça met en confiance l'ensemble de la chaîne de soins. Ça permet que les choses soient bien organisées et c'est une garantie pour nous de qualité des soins et de qualité des échanges et de confraternité également. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marc Sapoval. Il y a tellement à dire que vous n'avez pas pu tout dire, mais ce que vous nous avez dit est passionnant. Alors, l'Académie est très sensible à ce que vous avez dit à propos des pratiques interventionnelles et de la formation des praticiens qui les exercent. Et l'Académie accueille comme membres de l'Académie tous les praticiens, quelle que soit leur origine médicale ou chirurgicale depuis plus de 5 ans, qui pratiquent régulièrement des gestes interventionnels. Et donc, nous sommes très sensibles à ce que vous venez de dire. Je passe la parole à Paul, qui veut conclure sur le plan urologique. Oui, merci Monsieur le Président. Donc Marc, encore une fois, merci beaucoup. Notre collaboration remonte à déjà plusieurs années. Je crois qu'il y a 2 choses. Il y a les domaines où effectivement on peut être un peu en concurrence. Et il y a surtout, moi j'y vois surtout autre chose. Grâce à vous, on a pu repousser nos limites. Parce qu'effectivement, tu disais tout à l'heure, par exemple, quand on fait des néphrectomies partielles robotisées, il peut y avoir des complications. Quand on fait de la néphrolithotomie percutanée, il peut y avoir des complications. Il y a des moments où nous, on a atteint nos limites, ou alors on est obligé, si on veut réparer certaines choses, d'intervenir chirurgicalement et d'alourdir beaucoup les gestes. Et grâce à toi, et je le dis à la fois par expérience, parce qu'on a beaucoup collaboré, grâce à toi, on a pu compléter des gestes qui avaient été faits par l'urologue, qui ont pu être compliqués, plus ou moins compliqués, et grâce à toi et à tes collaborateurs, on a pu rattraper les choses, et ça nous a permis à chaque fois d'être un peu plus ambitieux, et je crois qu'aujourd'hui, un bon urologue doit avoir un bon radiologue interventionnel comme correspondant. Voilà. Merci Paul. Donc, s'il n'y a pas de questions, le temps avançant, nous allons conclure, mais nous sommes très contents de vous avoir offert une si longue séance, si riche et si animée. Je voudrais, pour préciser l'intérêt, encore une fois, de l'Académie pour toutes les pratiques interventionnelles, il s'agit de la 4e séance depuis le début de l'année. Il y a eu une séance digestive, une séance artérielle, une séance veineuse et maintenant la séance urinaire. Je remercie les 5 intervenants, ils ont fait d'excellentes présentations. Je remercie l'organisateur Paul Méria et l'autre organisateur Olivier Traxer qui n'a pas pu venir et Paul a fait une excellente modération. Merci à tous.